Alors, je suis heureux de vous accueillir cet après-midi et nous allons commencer ce marathon informatif pour vous, cette demi-journée, par quelques indications sur le système universitaire français, comment celui-ci s'inscrit dans la proposition plus globale de l'enseignement supérieur. Je vous expliquerai plus particulièrement comment s'organise l'université, son système diplômant, une année universitaire et son organisation particulière, et comment est-ce que l'on valide des études à l'université. Et je terminerai mon propos par les dispositifs de passerelle qui existent entre les différents établissements d'enseignement supérieur. L'université en France scolarise 80% des étudiants qui entrent sur le système d'enseignement supérieur. Vous voyez donc que c'est la proposition vers laquelle va se tourner la majorité des étudiants. L'université recouvre deux réalités en France. Vous avez les établissements publics, chaque établissement ayant à sa charge la formation dans un domaine disciplinaire donné. Vous avez donc des facultés de droit, des facultés de biologie, des facultés de lettres, de langue, etc. Mais à côté de ces établissements publics, vous avez aussi des établissements privés, dont les universités catholiques, qui sont au nombre de 6, l'ICES étant la plus jeune, la plus petite d'entre elles, mais appartient à ce dispositif et à ce réseau. Établissements publics et établissements privés universitaires qui délivrent des diplômes d'état universitaire de 3 types, la licence à Bac+3, le master à Bac+2 et le doctorat à Bac+8. À côté de l'université, vous avez l'existence de deux spécificités franco-françaises. D'une part, les grandes écoles, je vais commencer par celle-ci, et les filières courtes. Les grandes écoles présentent deux particularités par rapport au dispositif de formation habituel. Première particularité, les grandes écoles ne présentent qu'un seul niveau de formation diplômante, le Bac+5, et les études dans ces grandes écoles, que vous connaissez mieux sous leur intitulé disciplinaire, les écoles de journalisme, de commerce, de communication, de management, écoles d'ingénieurs dans le domaine scientifique, ces études ne débutent qu'à partir de la 3e année d'enseignement supérieur. Ça signifie qu'il faut réaliser 2 années préalables de formation avant d'intégrer ces grandes écoles. Dans la majorité des cas, ces 2 années se font dans des classes préparatoires qui vont permettre d'intégrer l'étudiant dans les grandes écoles ou de préparer des concours d'intégration à ces grandes écoles. Mais sachez-le, près d'un quart des étudiants désormais de ces grandes écoles viennent d'autres types d'environnements, plus particulièrement l'environnement universitaire, pour la majorité d'entre eux, et les environnements des filières courtes. Ces filières courtes, enfin, ce sont aussi des spécificités franco-françaises, les IUT et les BTS, qui sont des formations qui ont pour vocation à permettre aux étudiants qui suivent ces formations de déboucher rapidement sur le marché de l'emploi dès la fin du Bac+2. Ce sont des formations qui vont présenter un degré de formation théorique moindre, mais un degré de formation pratique et professionnelle beaucoup plus abouti que sur les autres propositions. Sachez-le aussi, près de 50% des étudiants qui suivent ces formations vont continuer leurs études après les IUT et les BTS, pour l'immense majorité d'entre eux vers des licences professionnelles qui, en 1 an, vont surspécialiser le candidat au niveau professionnel, mais aussi vers des filières un peu plus longues. Pour quelques-uns d'entre eux, ceux qui sont le mieux classés dans ce type d'établissement, vont continuer leurs études à Bac+5 vers l'université ou des grandes écoles. Alors, comment est-ce que l'on accède à ces différents types de propositions d'enseignement supérieur ? Bien évidemment, vous l'avez compris, si vous êtes au lycée, vous êtes là au lycée pour quelque chose, c'est préparer le baccalauréat, qui est le sésame indispensable pour intégrer ces différents types d'établissements. Sur le système universitaire, le dispositif est relativement permissif quand on se réfère à la loi, puisque n'importe quel type de baccalauréat peut permettre, normalement, d'intégrer n'importe quel type de formation universitaire. Dans la réalité, il est bien évident que s'il n'y a pas d'adéquation réelle entre la formation que vous avez suivie au lycée et la formation vers laquelle vous allez vous engager à l'université, vous avez toutes les chances d'être malheureusement dans la charrette qui va partir à la fin de la première année aux échecs. Donc, il est important de viser quand même des formations qui soient en adéquation avec la formation que vous avez faite au préalable au lycée. Autre élément aussi d'importance dans l'accès aux établissements d'enseignement supérieur, c'est le caractère sélectif d'un certain nombre d'entre eux. Les classes préparatoires sont sélectives. Un certain nombre d'IUT et de BTS sont aussi sélectifs et c'est une nouveauté, depuis 2 ans, les filières universitaires peuvent aussi présenter un caractère sélectif. Ce caractère sélectif dans les universités se fait selon 2 modalités. Modalité en fonction de la condition et de la capacité d'accueil de la formation. Certaines formations vont présenter un effectif maximal d'accueil. Et donc, si on excède cet effectif d'accueil, eh bien, on va réaliser une sélection, le plus souvent par randomisation, c'est-à-dire par tirage au sort sur la filière. À titre d'exemple, la filière de sciences biologiques à Nantes devient sélective cette année, puisqu'elle présente 700 places au maximum en première année. Donc, si on excède ces 700 candidats, eh bien, vous aurez une sélection qui s'opérera. Cette sélection s'opère
principalement si elle n'est pas faite par randomisation, sur la base du dossier lycéen de l'élève. Je reviendrai après sur cette notion de dossier lycéen. Comme vous le savez aussi, l'essentiel des affectations d'enseignement supérieur à partir du moment où vous serez titulaire du baccalauréat se fera à partir d'un dispositif Internet qui s'appelle Admission Post-Bac, qui gère et centralise l'ensemble des offres d'enseignement supérieur en France, pour l'immense majorité d'entre elles, et qui va gérer les candidatures des lycéens vers ces structures. Le système post-bac s'organise selon 3 étapes. Vous avez d'une part une phase de préinscription. Cette année, elle a commencé au 20 janvier. Et cette phase de préinscription va permettre au candidat de s'inscrire sur des filières de son choix, jusqu'à 36 choix possibles. Une fois que vous avez sélectionné ces différentes filières, dans un certain nombre d'entre elles, celles qui présentent un caractère sélectif et celles qui présentent un dispositif d'orientation active, vont vous proposer d'examiner votre dossier lycéen et un entretien avec le responsable de formation. L'examen du dossier lycéen se fait sur la base de 2 éléments. D'une part, les notes de première et de terminale. Et j'insiste là-dessus, lorsque vous composez votre dossier sur post-bac, à partir du 20 janvier, il est évident que vous n'avez pas la totalité des notes de terminale à votre disposition. Donc l'examen des notes se fait prioritairement sur les notes de première. Avis aux élèves qui sont en première, il est temps de constituer votre dossier, car ce sont les notes qui importent dans l'examen. Les notes de terminale ont aussi leur importance, mais c'est avant tout une année préparatoire au baccalauréat et sont secondaires dans l'examen du dossier. Deuxième élément, donc pour les premières, ou en tout cas les étudiants qui sont actuellement en terminale et qui n'auraient pas effectivement réalisé une première mirobolante, il vous reste encore une carte à jouer, c'est la motivation. La motivation fait aussi l'objet d'un examen à travers 2 modalités. D'une part, la rédaction d'une lettre de motivation et d'autre part, l'entretien. Il faut que vous soyez persuasif, renseignez-vous sur les filières, renseignez-vous sur les établissements, renseignez-vous sur les débouchés professionnels. Ce sont les points sur lesquels il faut effectivement apporter de l'information aux responsables pour être crédible dans votre candidature. Sur la base des différents entretiens que vous aurez réalisés, vous pourrez moduler votre ordre de vœux, c'est-à-dire en d'autres termes les préférences que vous faites sur les filières que vous avez choisies. C'est la phase d'orientation et de sélection qui court jusqu'au 31 mai cette année. Enfin, sur la base des sélections réalisées par les établissements d'enseignement supérieur et sur l'ordre de vœux que vous aurez réalisé, post-bac vous fera des propositions d'établissement, ceci à partir du 8 juin cette année. Une première proposition le 8 juin, vous aurez 5 jours pour répondre. Si vous répondez non à cette première proposition, post-bac vous fera une deuxième proposition le 25 juin. Si vous refusez cette deuxième proposition, post-bac vous fera une troisième proposition le 14 juillet. Tout ça parmi les éléments que vous aurez formulés dans le système post-bac. Si vous refusez cette troisième proposition, vous êtes démissionnaire du système. C'est ensuite à vous de vous débrouiller pour trouver un établissement d'accueil pour l'année suivante. Je vais maintenant centrer le propos sur l'université. L'université, schématiquement, c'est 3 grands domaines disciplinaires, les sciences médicales, les sciences humaines et les sciences exactes. Je vais commencer par sciences médicales, puisque celle-ci présente un contexte un peu particulier. Elle regroupe 4 facultés d'État, médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et sage-femme. Elle recouvre aussi un certain nombre d'écoles paramédicales, les écoles de kiné, les écoles de psychomotricité, d'orthophonistes, etc. Tout dépend après des académies dans lesquelles vous intégrerez ce type de formation. Je vous ai dit une particularité par rapport au contexte universitaire classique, puisque quel que soit le débouché ensuite de formation que vous souhaitez prendre, la première année de formation de ces formations, sera commune à l'ensemble des étudiants. C'est ce qu'on appelle la PACES, première année commune des études de santé. Comme n'importe quelle année universitaire, vous allez passer au cours de cette année des examens, une batterie d'examens au mois de décembre et une deuxième batterie d'examens au mois de mai. Sur la base de ces examens, vous aurez une note, et si vous avez plus de 10 sur 20, vous validerez cette première année commune pour les études de santé. Cependant, la validation de cette première année ne suffit pas pour passer en deuxième année, puisque celle-ci est conditionnée à la capacité d'accueil de la deuxième année considérée. Ceci implique qu'en réalité, cette première année est quasiment un dispositif de préparation à un concours d'entrée en deuxième année. À titre d'information, la deuxième année de médecine est accédée par 10% de l'effectif qui passe le concours pour médecine. En pharmacie, le taux de passage en deuxième année est de 20% environ, chirurgie dentaire 8% et sage-femme 5%. Alors, ceci n'est pas fait pour effrayer la populace qui viserait ce type de formation. On a besoin de gens dans ces domaines-là, mais ceci implique quand même que vous preniez conscience que ce sont des formations
exigeante, qu'on n'y va pas au hasard en se disant on verra bien ce qui va se passer. Il faut forcément avoir eu une préparation préalable, avoir réalisé une formation au lycée irréprochable et avoir surtout une motivation et du mordant pour ce type de formation. Voilà. N'y allez pas au hasard. Sciences humaines recouvre un champ excessivement hétéroclite de formation, droit, économie, gestion, lettres, langues, sciences politiques. Sciences exactes, 5 champs disciplinaires principaux, mathématiques, informatique, physique, chimie et biologie. Pour ces 2 champs disciplinaires, sciences humaines et sciences exactes, vous êtes face ici à des formations qui correspondent globalement à la philosophie classique de la structure universitaire, un premier socle de formation assez large, assez théorique, avec une partie d'enseignement pré-professionnalisant pour commencer à structurer son projet professionnel, et enfin un second cycle de formation qui va aboutir à la formation professionnelle et donc au débouché d'emploi à la fin du Bac+5. Cette organisation correspond en fait au schéma diplômant de l'université. Au sorti du baccalauréat, les étudiants qui vont s'engager à l'université vont d'abord s'engager sur un premier cycle universitaire qui est composé de 3 années d'enseignement. C'est ce que l'on appelle la licence. Les 2 premières années de licence sont des années assez généralistes. Et c'est en 3e année que l'on va commencer à voir apparaître des spécialités. Par exemple, dans la filière de droit, vous faites du droit public et du droit privé durant les 2 premières années d'enseignement, mais en 3e année, vous allez vous spécialiser en droit public ou en droit privé. Voilà. Donc une spécialisation progressive du candidat. Vous remarquez aussi qu'il existe 2 types de diplômes de licence, la licence générale et la licence professionnelle. La licence professionnelle se fait en 1 an, après donc un Bac+2. Elle va permettre au candidat d'avoir une expertise professionnelle importante, quasiment la moitié de l'année est en activité professionnelle en entreprise ou en laboratoire. Et ceci permet d'envisager une sortie sur le marché de l'emploi dès la fin du Bac+3. L'essentiel des candidats, cependant, à l'université, vont choisir des licences 3 dites générales qui vont permettre de continuer leurs études après la licence. Pour la plupart d'entre eux, ils continueront à l'université sur un second cycle universitaire qui se déroulera en 2 ans. C'est ce qu'on appelle le master. Le master 1 est une formation un peu plus experte forcément dans le domaine disciplinaire que vous avez choisi, avec donc des enseignements théoriques et un début d'enseignement professionnel avec des stages qui peuvent être intégrés dans la première année. La formation professionnelle n'apparaît véritablement qu'à partir de la 2e année où le candidat est pour l'essentiel de son année, entre 5 et 6 mois, en activité professionnelle. Quand vous savez qu'une année universitaire dure environ 8 mois, vous voyez qu'en réalité, l'essentiel du temps, on est en activité professionnelle au cours de cette 2e année de master. Il existe 2 types de masters, des masters pro qui permettent d'intégrer le marché de l'emploi dès la fin du master et des masters recherche qui permettent de continuer ses études si on n'en a pas eu assez. C'est le doctorat, le 3e cycle universitaire. Ce 3e cycle universitaire n'est visé que par les étudiants qui souhaitent ensuite s'orienter vers les domaines de la recherche fondamentale en institut public de recherche ou vers des candidats qui souhaitent éventuellement aller vers l'enseignement à l'université. Voilà. Ça se déroule en 3 années. Ce ne sont pas des formations classiques universitaires comme on l'entend souvent, c'est-à-dire dans un amphithéâtre à écouter des cours délivrés par un enseignant. En réalité, on est en activité permanente de professionnel de recherche dans un laboratoire, laboratoire technique ou laboratoire effectivement universitaire. Donc, et on est contractualisé et payé, donc effectivement, même pour ceux qui souhaiteraient aller vers un doctorat, on est à la charge des parents uniquement que jusqu'à la 5e année, je rassure tout le monde. Comment s'organise un cycle universitaire et une année universitaire? Je vais prendre l'exemple de la licence. Sur le master, on serait sensiblement dans le même type de dispositif. Une première année de licence s'organise en 2 périodes d'enseignement que l'on appelle des semestres. Semestre 1 suivi du semestre 2. Le semestre 1 à l'université débute désormais très tôt. On est loin de l'époque où on commençait une année universitaire au mois d'octobre ou au mois de novembre. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la rentrée universitaire, par exemple, cette année, s'est faite le 1er septembre, c'est-à-dire avant la rentrée des collèges et des lycées. Donc, très tôt. Le premier semestre d'enseignement comprend entre 8 et 10 modules de matière qui seront finalisés mi-décembre. Et mi-décembre, il y aura une batterie d'examens qui permettront d'évaluer le niveau du candidat dans ces 8 à 10 matières qui ont été suivies au cours du semestre. C'est on va dire une première technique, une première méthode d'évaluation, la batterie d'examens terminale, comme le baccalauréat par exemple sur l'année terminale. Mais vous avez aussi de plus en plus, dans un certain nombre de formations universitaires, du contrôle continu qui est intégré et qui permet d'évaluer le candidat tout au long du semestre. Alors comment est-ce que l'on valide un semestre à l'université? Eh bien, je vous ai dit, c'est 8 à 10 matières. Il faut valider ces 8 à 10 matières, avoir plus de 10 sur 20 sur chacune de ces matières. Ça paraît compliqué comme ça, il suffit simplement de s'imaginer en première ou terminale et puis de se dire, est-ce que j'ai eu 10 partout dans toutes les matières en première et terminale? Pas simple.
En réalité, on a le droit d'avoir des points faibles et des points forts. Donc, il existe des systèmes de compensation semestrielle, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des notes qui composent le semestre, on en fait la moyenne, c'est plus de 10 sur 20, vous validez le semestre. Il existe aussi des systèmes de compensation dits annuels. Si vous manquez des points sur l'un des semestres, vous pourrez quand même valider ou compenser ces points manquants en validant votre second semestre de l'année avec un peu plus de points. Il y a aussi des systèmes de rattrapage qui permettent pour des étudiants qui rateraient leur année malgré la compensation d'espérer quand même valider au cours de l'année universitaire leur année. Énormément de dispositifs qui sont prévus, qui dépendent en réalité des filières que vous visez, qui dépendent aussi des universités que vous visez. Attention, chaque université utilise son propre dispositif de validation. Il est important que vous vous renseigniez avant de vous engager vers une université. Autre système de validation, ce sont les crédits européens. À chaque fois que vous validez un semestre à l'université, vous allez créditer des points, comme des points fidélité. Chaque semestre vous octroie 30 crédits européens. Et donc, plus vous êtes fidèle à l'université, plus vous avez de crédits, comme être fidèle à un magasin, par exemple. Ce n'est pas de la fidélité en restant en permanence en première année pendant 10 ans. Là, on ne crédite rien, il faut progresser dans la formation. Mais, effectivement, ceci permet d'avoir une lecture simplifiée du niveau d'études que vous avez atteint et de pouvoir valoriser ce niveau d'études dans n'importe quelle université à l'échelle européenne, voire au-delà de l'échelle européenne. Par exemple, un candidat qui a validé une deuxième année de licence en France sera titulaire de 120 crédits européens. Il pourra aller avec ces 120 crédits intégrer n'importe quelle formation en troisième année dans une université européenne ou dans une université en dehors de l'Europe. Ce système permet donc de faciliter la mobilité géographique des étudiants. Alors pourquoi bouger alors qu'on est si bien chez soi? Pour deux raisons. La première raison, si vous visez une université en langue étrangère, c'est que vous allez améliorer votre connaissance de la langue étrangère par un dispositif en immersion. Si vous partez un semestre, c'est 3 à 4 mois en immersion, vous vous rendez compte qu'effectivement, on va acquérir un certain nombre d'automatismes, on va améliorer son niveau en langue. C'est une évidence. La deuxième raison, c'est d'aller chercher des spécialités universitaires qui ne sont plus enseignées en France, mais qui peuvent être enseignées dans d'autres pays. Dans tous les cas, quelle que soit la raison, si vous partez à l'étranger, vous serez effectivement titulaire d'un passage à l'étranger qui aura démontré que vous êtes en capacité à vous adapter à un autre contexte de formation, à un autre contexte de vie. Et pour un professionnel, si vous faites candidature avec ce type de cursus, vous aurez donc démontré de la flexibilité et ça intéresse hautement les professionnels, être adaptable et flexible au marché. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Dernier point, les passerelles. Je vous ai dit, il existe 3 grands systèmes d'enseignement supérieur en France et ces systèmes présentent effectivement une certaine porosité. On peut passer d'un système à l'autre. Il existe tout d'abord des passerelles d'entrée à l'université. Quand on a commencé ses études en faisant un BTS, un IUT ou une classe préparatoire, on peut effectivement intégrer l'université. On pourrait imaginer benoîtement qu'après 2 années de BTS ou 2 années d'IUT, on peut intégrer de plein droit une 3e année à l'université. Ce n'est pas le cas, car ces formations ne sont pas équivalentes. Je vous ai dit tout à l'heure, BTS, IUT, formation professionnelle très efficace, mais formation théorique plus faible. Université, on est exactement sur un dispositif inverse. Donc ces formations ne sont pas équivalentes. Donc, le plus souvent, quand vous venez de formations professionnelles de ce type, vous risquez d'être rétrogradé d'1 année. Donc vous avez des commissions qui prononcent en fait des avis d'intégration en 2e ou en 3e année. Pour les classes préparatoires, le dispositif est un peu plus radical. Soit il existe des conventions signées entre votre classe préparatoire et l'université d'accueil. Dans ce cas, il faut se référer à la convention. Soit il n'y a pas de convention signée et ça dépend des notes que vous aurez acquis en classe préparatoire. En sachant qu'effectivement, une classe préparatoire exigeante, les notes sont souvent assez basses. Donc il peut aussi y avoir quelques soupes à la grimace au moment du passage à l'université. Vous avez aussi des passerelles de sortie. Encore une fois, si vous avez commencé vos études à l'université, vous n'êtes pas pieds et poings liés à l'université. On vous laissera sortir si vous le demandez gentiment. Et qu'est-ce que l'on peut viser? Eh bien, tout simplement, le dispositif des grandes écoles. Pour des candidats qui ont un très bon niveau à l'université, vous pouvez tenter l'intégration en première année de grandes écoles dès la fin de la 2e année de licence. Vous pouvez retenter l'intégration en première année de grandes écoles à la fin de votre licence 3, ou si vous avez un très bon niveau en licence 3, intégrer directement une 2e année de grandes écoles. Enfin, sachez-le, il y a le plus souvent des places réservées pour les candidats titulaires d'un Master 1 en 2e année de grandes écoles. Environ la moitié des grandes écoles en France prennent sur dossier, donc il n'y a pas de concours, il faut avoir un bon dossier universitaire pour espérer entrer. L'autre moitié prend effectivement sur concours. Eh bien, l'université a, depuis maintenant environ 5 ans, intégré dans ses formations des modules préparatoires qui permettent de préparer à ces concours d'intégration pour les grandes écoles, qui sont le plus souvent des concours spécifiques pour les universitaires. Voilà. En espérant vous avoir éclairé quelque peu,
Je vais vous souhaiter un bon après-midi à tous et je vous remercie de votre attention.